Quand on apprend une nouvelle langue, on ressent très souvent une sorte de frustration intense. On finit toujours par frapper un mur invisible à pleine vitesse. Ah oui, le fameux mur du débutant, c'est inévitable. Exactement. Au début, on emmagasine assez de mots pour survivre en fait. On apprend à décrire ce qui se passe juste sous nos yeux. Ou à raconter ce qu'on a fait la veille, mais de manière un peu laborieuse. C'est ça. Mais dès qu'il s'agit de parler de demain, de l'année prochaine, ou même d'articuler un espoir profond, là, c'est le silence total. On n'a plus les mots, on est figé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre exploration approfondie se penche sur des notes de grammaire destinées aux apprenants de niveau A2. Le document s'intitule Mastering the French Future Simple. Et c'est un texte vraiment révélateur. Ah, je suis ravie que vous disiez ça. Parce que la grammaire, honnêtement, ça n'a pas besoin d'être ennuyeux. Bon, décortiquons tout ça. Pourquoi ce temps précis est-il décrit comme le passeport absolu vers une expression humaine complète? Ce qui est fascinant ici, c'est le basculement identitaire que permet l'acquisition de ce temps. C'est... c'est un changement radical. Radical dans quel sens? Eh bien, quand on débute l'apprentissage du français, on construit une identité très pragmatique, très ancrée dans le factuel en fait. On dit des choses simples. Je mange, je travaille. J'habite ici, voilà. Que des faits. Exactement. Ensuite, avec le passé composé, on gagne un peu d'épaisseur historique. On peut dire j'ai étudié ou j'ai voyagé. On devient capable de justifier sa présence. Mais on reste quand même limité, non? Très limité. Parce que la communication humaine, la vraie connexion, ça ne se bâtit pas seulement sur des constats. Sans le futur simple, on est littéralement incapable de formuler un engagement. Ou de partager une vision. Ne connaître que le présent et le passé, c'est un peu comme conduire une voiture, en fait. Conduire une voiture, C'est-à-dire? c'est comme conduire sur l'autoroute en ayant uniquement le droit de fixer le tableau de bord pour voir sa vitesse actuelle, ou alors de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir d'où l'on vient. Ah, je vois. Mais regarder devant soi est impossible. C'est ça. Le pare-brise est complètement opaque, recouvert de peinture noire. On n'a pas le droit de regarder la route devant soi. C'est une métaphore extrêmement précise pour décrire l'état cognitif d'un apprenant. Psychologiquement, c'est une position de grande vulnérabilité. On ne peut pas anticiper, on ne peut rien promettre. Mais attendez, est-ce qu'on ne dramatise pas un tout petit peu là? Vous trouvez? Pour ceux qui nous écoutent et qui apprennent la langue, on peut très bien survivre au quotidien sans faire de grandes prédictions. Faire ses courses, prendre le métro, on n'a pas besoin de déclamer ses projets pour la décennie à venir. Survivre, oui, c'est le mot. Mais vivre pleinement dans la langue, ça c'est non. D'accord, je vois la nuance. C'est toute la différence entre un simple touriste de passage et quelqu'un qui cherche vraiment à s'intégrer. Le document source divise d'ailleurs ce temps en 5 domaines fondamentaux. Les projets personnels, les rêves, les prédictions, les engagements et les plans professionnels? Voilà. Imaginons une situation professionnelle sans la capacité de dire « je finirai ce dossier demain ». L'individu reste un observateur passif. Le futur simple, c'est littéralement la prise de pouvoir sur son propre récit. D'accord, je suis convaincue. C'est le passage de spectateur à acteur. Mais avec une promesse de libération aussi grande, on pourrait s'attendre à ce que la règle de grammaire soit terrifiante. Surtout en français, C'est vrai que le français a une certaine réputation. une réputation bien méritée. Avec ces règles tortueuses, ces exceptions qui ont elles-mêmes des exceptions, on pourrait s'attendre à un cauchemar absolu pour construire ce fameux futur simple. Et c'est là qu'est la surprise. L'analyse démontre exactement le contraire. La mécanique de base est d'une élégance remarquable. C'est presque trop beau pour être vrai. Le texte souligne que pour environ 80% des verbes, la structure est régulière. 80%? C'est énorme. Et le plus beau, c'est qu'on ne demande pas à l'apprenant de déconstruire le mot. C'est une simple technique d'assemblage. Des sortes de blocs Lego verbaux, en fait. Exactement ça. On prend l'infinitif complet et on ajoute une terminaison fixe. Par exemple, le verbe parler. On prend le mot entier, P-A-R-L-E-R, et on greffe la terminaison. Je parlerai. C'est tout. C'est tout. Pareil pour finir, je finirai. Et du point de vue de l'apprentissage cognitif, c'est brillant. L'apprenant de niveau A2 connaît déjà ses infinitifs. Donc le cerveau retient beaucoup mieux l'information puisqu'elle s'accroche à une base déjà maîtrisée. Tout à fait. Mais là, il faut que je joue un peu l'avocat du diable. Allez-y, je vous écoute. C'est bien beau de dire qu'on prend le mot en entier et qu'on rajoute des syllabes au bout. Mais est-ce que ça ne rend pas les mots ridiculement longs et imprononçables? Je veux dire, pour quelqu'un qui apprend. C'est une objection valide. Et c'est justement pour ça qu'il y a une petite exception logique. Ah, je m'en doutais. L'exception française. Oui, mais celle-ci est bienveillante. Elle concerne les verbes qui se terminent par ER, comme prendre.
La langue française déteste les enchaînements phonétiques maladroits. Le fameux besoin d'élégance sonore. On ne veut pas dire prendre est, c'est ça? C'est ça. Phonétiquement, c'est lourd, c'est saccadé. Donc la règle demande simplement d'amputer le petit E muet à la fin. On enlève le E, on ajoute la terminaison, et ça donne je prendrai. La syllabe glisse parfaitement. C'est une nécessité biomécanique pour faciliter la parole. Bon, vu sous cet angle, c'est vrai que cette régularité est rassurante. On maîtrise ses infinitifs, on ajoute ses terminaisons comme des petits wagons à l'arrière d'un train, c'est presque trop facile, mais bon, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je sens que vous allez parler des verbes irréguliers. Oui, parce que le français reste le français. Le document aborde incontestablement la réalité du terrain, les fameux rebelles, ces 10 verbes incontournables qui refusent de s'aligner sur cette belle logique. Oui, pour ces 10 verbes, le radical subit une mutation complète. Mais c'est là qu'on touche au paradoxe ultime. Les mots dont on a le plus besoin au quotidien, être, avoir, aller, faire, ce sont précisément ceux qui refusent de suivre les règles. C'est ironique, c'est vrai. C'est presque sadique de la part de l'évolution linguistique. Pourquoi compliquer la vie sur les mots les plus fréquents? Ça paraît cruel, mais c'est un phénomène naturel qu'on appelle l'érosion linguistique, L'érosion, comme pour les roches. exactement. Plus un mot est utilisé par une population au fil des siècles, plus il est prononcé vite, il est hurlé, chuchoté, répété, et du coup il s'use, il se déforme avec le temps. Ah, c'est fascinant. Donc les mots rares restent intacts parce qu'on les utilise avec précaution. Voilà, comme de la belle porcelaine qu'on sort pour les grandes occasions. Mais les verbes aller ou être, ce sont les tasses à café ébréchées de tous les jours. J'adore cette métaphore, c'est tellement visuel. Prenons le verbe aller. Au futur, son radical devient IR, ce qui donne j'irai. Visuellement, le lien entre A-L-L-E-R et I-R est inexistant. C'est une fracture totale. On a l'impression d'apprendre un vocabulaire entièrement nouveau. Voir devient vers, pouvoir devient pourra. Ça demande un effort de mémoire brute assez monumental, non? C'est un effort, oui, mais il y a un élément de stabilité crucial au milieu de ce chaos. Même si le radical est défiguré, les terminaisons, elles, ne changent jamais. C'est un peu comme changer de téléphone portable, mais garder exactement le même code PIN pour le déverrouiller. C'est une excellente comparaison. L'appareil est différent, le design n'a rien à voir, mais la clé d'accès reste rigoureusement identique. AI, AS, A, ONSE, ONZ, ONT. C'est inaltérable. C'est pour ça que le guide insiste sur le fait d'écrire et de relire ces radicaux quotidiennement. Le cerveau finit par s'y habituer. Très bien. Supposons que notre code PIN est maîtrisé, que les radicaux sont mémorisés, on est prêt à se lancer. Mais sur le terrain, on a 2 outils pour parler de l'avenir. Ce fameux futur simple et le futur proche. Le fameux verbe aller plus l'infinitif. Je vais partir. Exactement. Et le choix entre les deux est un vrai casse-tête pour beaucoup de gens qui apprennent. Cela soulève une question importante. Comment le cerveau d'un francophone choisit-il en une fraction de seconde entre « je vais partir » et « je partirai ». Ce n'est pas juste une question de chronologie, si je comprends bien. Non, c'est une affaire d'intention et de perception. Le document insiste beaucoup là-dessus. Le futur proche porte en lui une charge d'imminence. Donc, quand on dit « je vais partir », l'action est déjà un peu commencée dans notre tête. C'est ça. On a peut-être déjà mis son manteau, on regarde la porte. Il y a un pont ininterrompu avec le présent. C'est comme avoir ses clés de voiture en main en disant « je vais partir ». C'est viscéral. Alors que le futur simple, Alors que le futur simple, c'est comme entourer une date au marqueur rouge sur un calendrier au mur pour dans 3 mois et déclarer « je partirai ». C'est déconnecté de l'urgence. l'exemple de la météo dans le guide illustre ça magistralement. Si je vous dis « attention, il va pleuvoir », C'est que les nuages sont noirs, le vent se lève, on sent l'humidité. On va être mouillé dans la minute. exactement. Mais dire « il pleuvra demain », c'est abstrait. C'est la posture du météorologue à la télévision. Il n'y a aucune urgence physique. C'est une nuance brillante. Mais au milieu d'une conversation animée, ça doit être atrocement difficile à appliquer sans faire d'erreur. Et justement, le guide liste pas mal de pièges redoutables. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement quand on essaye de communiquer en français? Ça signifie qu'il faut reprogrammer certains réflexes linguistiques. Surtout pour les anglophones, par exemple. Ah oui, l'erreur de traduction mentale. En anglais, c'est naturel d'utiliser le présent pour le futur. I am leaving tomorrow. Et la tentation est immense de dire simplement « je pars demain » en français. Ce n'est pas faux dans un contexte informel, mais le guide rappelle que ça limite la clarté.
Pour projeter une intention claire, la rigueur exige le futur simple. Je partirai demain. Mais le piège le plus vicieux se cache à l'écrit, n'est-ce pas? C'est honnêtement mon passage préféré de toute cette analyse. La fameuse confusion entre le futur et le conditionnel. Oui, la lettre de la discorde, la confusion entre je serai avec la terminaison AI du futur et je serai avec un S muet à la fin. À l'oral, la différence est souvent imperceptible selon les accents, mais à l'écrit, c'est monumental. Ça change absolument tout. Le document explique que je serai là, sans S, c'est une promesse absolue, c'est garanti sur facture. C'est une certitude. Mais si on rajoute ce petit S, je serai là, on entre dans le domaine de l'hypothèse. Ça sous-entend je serai là si je n'étais pas fatigué. C'est la porte ouverte à toutes les excuses. C'est fascinant, hein? Une lettre qui ne fait aucun bruit quand on la prononce peut altérer toute la fiabilité d'une personne. Si quelqu'un m'envoie un texto « je serai à l'heure » avec un S, j'ai tout à fait le droit de commander un café en l'attendant parce que je sais qu'il sera en retard. C'est toute la puissance de la nuance orthographique française. Ce S trahit l'état d'esprit de la personne. Et pour éviter ces erreurs, la théorie ne suffit pas. Il faut pratiquer. Oui, le guide propose des stratégies d'immersion très concrètes. La connaissance passive doit devenir active. Et parmi ces stratégies, il y en a une que j'ai trouvée géniale. Regardez la météo française. C'est d'une efficacité redoutable. C'est un tir de barrage continu de futur simple. Les températures baisseront, le soleil brillera. C'est un bain linguistique. Le cerveau absorbe la musicalité sans l'effort pénible de réciter des tablus de conjugaison dans un cahier. Tout à fait. On connecte la langue au monde réel. C'est une approche tellement organique. D'ailleurs, si on prend un peu de recul sur notre analyse d'aujourd'hui, on voit vraiment à quel point ce temps verbal est une clé de voûte. Absolument. On est passé de la nécessité de s'échapper du présent à cette mécanique d'assemblage étonnamment accessible. On a affronté les verbes irréguliers et leur érosion linguistique, on a navigué entre les nuances du futur proche et on a vu l'impact dramatique d'une seule lettre à l'écrit. Une belle synthèse. Le texte rappelle que maîtriser le futur simple, c'est vraiment se donner la capacité de formuler ses aspirations profondes. Dire « un jour, j'écrirai ce livre ». Voilà. Mais il y a une réflexion qui émerge de tout ça, une pensée un peu philosophique qui va au-delà du simple guide de grammaire, et je voulais la partager avant de conclure. Je vous écoute. Si on suit la logique de ces notes, le futur simple implique une grande distance temporelle. Il déconnecte l'action de notre réalité immédiate. Oui, c'est l'essence même de ce temps. Du coup, si on utilise systématiquement ce temps pour formuler nos rêves les plus chers, dire « un jour je deviendrai » ou « un jour j'accomplirai », est-ce qu'on ne repousse pas inconsciemment ces rêves à l'horizon? C'est une observation très profonde. Est-ce que le choix de la grammaire ne rend pas nos propres ambitions abstraites? C'est un vrai débat en linguistique cognitive. L'idée que la structure de la langue façonne notre perception de la réalité. En choisissant le futur simple au lieu du futur proche, on choisit peut-être la sécurité de la distance. Exactement. Si quelqu'un disait « je vais écrire un livre » avec l'imminence du futur proche, l'urgence le forcerait peut-être à ouvrir son ordinateur le jour même. Plutôt que de dire « j'écrirai un livre » et de ne jamais le faire. Voilà. La façon dont on conjugue ces phrases pourrait bien influencer la façon dont on conjugue sa vie. C'est une idée puissante à méditer pour quiconque apprend à projeter son destin dans une nouvelle langue. C'est joliment dit. En attendant de savoir à quel temps nos auditeurs conjugueront leur propre projet, je crois que la route devant est désormais dégagée. Le pare-brise est propre. Plus de peinture noire. Exactement. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de ces concepts qui façonnent notre compréhension du monde. À très bientôt.